Tous, bienvenue sur cet événement en ligne. Alors, j'ai le retour, je suis désolé, peut-être que c'est bon maintenant. J'avais le retour dans le casque, c'est parfait, je ne l'ai plus. Merci beaucoup à la Mêlée Numérique pour son accueil aujourd'hui. Vous êtes peut-être en physique à Toulouse, dans les locaux. Et il y a peut-être des personnes aussi en streaming. Moi, je suis en streaming aussi parce que je suis sur Nantes, je m'appelle Paul et je vais vous parler, pour démarrer tranquillement cette journée technique, je vais vous parler d'un sujet automatisé. Donc voilà, on va faire des choses, on va laisser les choses se faire par elles-mêmes et ça, c'est plutôt sympa pour démarrer tranquillement. Et on va parler donc, plus précisément d'automated machine learning et on va comparer ça au travail que être amené à faire un ou une data scientist. Et pour volontairement faire un petit peu de provocation gratuite dès 9h du matin, je vous propose cette petite analyse complètement partiale et biaisée avec un mécanisme d'automated ML dont je vais vous parler ce matin sur un problème de classification. Donc, on va répartir par exemple des images entre deux classes, chien et chat, l'exemple classique. J'ai obtenu une précision, une accuracy de 0,98, le maximum étant de 1. Et je l'ai fait en moins d'une heure, sachant que si vous avez aujourd'hui un data scientist junior dans vos équipes, vous le payez généralement sans doute autour de 38 000 euros annuels en moyenne, et puis avec des données qui ne sont absolument pas sourcées. Donc voilà, ne vous fiez pas à cette provocation gratuite. Mais vraiment, je voulais poser ici le sujet que je vais animer ce matin, c'est l'émergence en fait de ces méthodes automatiques face à un métier dans lequel on sort généralement après 5 années d'études. Donc on a quand même vu des bases théoriques et des choses pratiques. Est-ce que l'automated ML est vraiment en train de bouleverser le métier des data scientists? Pour présenter rapidement en quelques mots, je suis moi-même data scientist, où j'étais statisticien à l'époque où le buzzword n'existait pas encore. Je travaille dans une société qui s'appelle Avanade, qui est spécialisée dans Microsoft, et ça tombe bien parce que moi je suis aussi assez féru de techno Microsoft, et je suis membre d'une communauté qu'on appelle les MVP Microsoft. Et nous allons donc réaliser un match dans la petite demi-heure là, qui vient entre un outil qui s'appelle Azure Machine Learning Service et surtout en fait son module d'automated ML contre des data scientists qui travailleraient avec du code. Je vous montrerai quelques notebooks. J'ai un GitHub dont le lien s'affiche. Vous pouvez y retrouver ces notebooks. J'ai un blog technique aussi où j'aborde beaucoup le sujet des plateformes Azure pour la data. Donc la société Havana. Juste pour résumer, voilà, si vous ne savez pas de quoi est fait le quotidien d'un data scientist, eh bien, on peut le résumer avec le data science lifecycle que vous avez sur la droite ici, qui reprend bien l'intégralité de bout en bout, vraiment tout ce qu'il faut faire. Et on se rend compte que finalement, faire de la modélisation, vraiment ce que peut-être peuvent souhaiter, ce qui paraît en tout cas le plus excitant quand on fait ce métier-là, c'est-à-dire de trouver vraiment les mécanismes précis qui font fonctionner un phénomène, c'est quand même une part très, très minime, c'est peut-être 10 ou 20% grand maximum du quotidien des data scientists, parce qu'il ne faut pas négliger toute la compréhension métier, il ne faut surtout pas négliger la préparation de données, et on aura sans doute peut-être, même si ça commence à devenir un petit peu flou avec la frontière du travail des data engineers, on aura quand même peut-être aussi à prendre en compte des problématiques de déploiement, d'industrialisation éventuellement, c'est-à-dire qu'en fait, une fois qu'on a produit un modèle, et si je vous dis en deux mots ce qu'est un modèle, vous pouvez penser à la fonction y égale f de x, on donne un x, le modèle nous renvoie y. Finalement, cette fonction-là, si elle tourne sur mon petit PC à moi, chez moi en télétravail encore plus, elle ne va pas aider grand monde. Donc il va falloir l'exposer, il va falloir faire ce qu'on appelle du déploiement, la mettre à disposition sous forme d'un web service par exemple, auquel on pourra fournir un X et le web service nous répondra avec un Y. Donc voilà en gros tout le travail, le cycle, le processus complet de travail des data scientists. Alors, on est un petit peu plus gros et ce document, vous le retrouvez sur la documentation officielle de Microsoft. Et qu'est-ce qui va prendre le plus de temps, c'est vraiment cette étape de préparation de données. Et finalement, quelle va être la tâche la plus délicate? Et là, on commence à avoir des idées un peu plus claires au bout de quelques années d'expérience quand même. Quel va être le choix du meilleur modèle? Aujourd'hui, vous avez
aller des dizaines, voire plus de modèles disponibles dans la boîte à outils des data scientists. Qu'est-ce qu'on va choisir pour vraiment avoir le meilleur résultat? Sachant qu'est-ce qu'on appelle le meilleur résultat, là encore, on pourra en discuter parce qu'on pourrait parler aussi d'overfitting, c'est-à-dire de surajustement, et être parfois trop bon, c'est peut-être aussi le risque d'être moins bon quand on aura de nouvelles données. Je ne rentrerai pas forcément trop dans ce débat-là aujourd'hui, mais sachez que la boîte à outils, elle s'est vraiment étoffée, on a énormément de choses en face de nous, et avec l'expérience, on commence à savoir vers quoi il faut aller, mais en tout cas, il n'y a pas de repas gratuit, on dit souvent ça aussi en machine learning, il n'y a pas de repas gratuit, c'est-à-dire qu'il va falloir tester beaucoup de choses avant d'avoir quelques premières convictions. Qu'est-ce qu'on va vouloir faire généralement en termes d'apprentissage? On va vouloir faire ici, en tout cas avec nos outils d'auto-émétie d'ML, on va vouloir faire ce qu'on appelle du supervisé, c'est-à-dire qu'on va vouloir modéliser un label, on parle de target, de cible, on va vouloir modéliser une étiquette dont on dispose déjà au niveau de nos données. Si je vous parle par exemple de trajet en vélo, j'ai oublié le nom des vélos en location à Toulouse, mais vous en avez aussi, et on pourrait imaginer les 3 questions suivantes, si on imagine la base de données des vélos en location. Combien de temps, quand un utilisateur décroche un vélo d'une borne, combien de temps son trajet va-t-il durer? Si on sait par exemple à quelle est sa destination, on pourrait lui dire voilà le temps estimé pour s'y rendre. On est en train de prédire ici une donnée numérique, on parlera de régression. On pourrait aussi se poser la question d'une station en panne ou non, voilà, parce que ça va être vraiment intéressant aussi pour l'utilisateur pour qu'il puisse finalement affiner son trajet. La station est-elle hors service, vrai ou faux? C'est ce qu'on appelle une classification. Et puis on pourrait se demander aussi combien on aura de locations, là si on est plus en gestion du parc de vélo, on pourrait se demander combien on aura de locations par exemple le mois prochain ou la semaine prochaine. Et là on va faire ce qu'on appelle plutôt du forecasting de la série temporelle de manière prédictive. Donc voilà les trois types de tâches que nous allons pouvoir résoudre avec également du machine learning automatique, AutoML. Alors qu'est-ce que c'est que cet outil-là? Vous pouvez très bien, pour facilement le comprendre, vous pouvez vous imaginer que c'est une sorte de force brute. C'est-à-dire que ce qu'on appelle force brute, généralement, c'est que vous avez un mot de passe à craquer. Si c'est un code à 4 chiffres, vous avez 10 000 possibilités. Ici, on en a peut-être à peu près autant si on imagine toutes les combinaisons entre certaines préparations de données, certains algorithmes, voire certaines sélections de variables en entrée. Et on va en fait tenter cette force brute, c'est-à-dire qu'on va vraiment envoyer un grand paquet d'approches algorithmiques différentes et de préparation de données. Et le but est de automatiquement trouver la meilleure approche. Et comment on va déterminer la meilleure approche? On va se baser sur des métriques d'évaluation. On en a pour les trois familles d'algorithmes, enfin les 3 familles d'apprentissage dont je vous ai parlé. Et on va aller regarder ces métriques. Alors, quels sont les avantages de cette pratique-là? Finalement, on n'a pas besoin de savoir programmer, parce que vous allez voir que dans la première manière que je vais vous exposer ici, on va surtout travailler avec une interface visuelle, et on va sûrement gagner du temps, parce qu'on va vraiment paralléliser aussi les choses, ça je vais en parler un tout petit peu après, et on va finalement laisser un peu faire une machine, mais qui a été quand même faite par des gens qui s'y connaissaient, donc on va sûrement appliquer aussi les meilleures pratiques en matière de mise en place de ces algorithmes. Et ça nous permettra rapidement d'obtenir, je ne sais pas si on peut dire agile, mais en tout cas de manière rapide, on aura un premier résultat. On mettra finalement une première idée sur la valeur potentielle de nos données. Et j'insiste bien sur ce message-là. Pourquoi on va faire du machine learning? Pourquoi on fait des projets de data science, d'intelligence artificielle? Parce qu'on a l'espoir de trouver de la valeur dans nos données. On n'a pas de garantie. On a l'espoir, mais on n'a pas de garantie. Avec l'approche ici du machine learning automatique, on va rapidement se faire une idée justement de cette valeur potentielle de nos données. Et surtout, aujourd'hui, quand même depuis un petit moment, on a des architectures, alors pas distribuées au sens strict du terme, mais plutôt, on va dire, parallèles. On a des grappes, ce qu'on appelle des clusters de machines, et ces clusters vont permettre de travailler en parallèle, et on va pouvoir lancer, on va peut-être, si on part sur une centaine d'approches différentes, on va pouvoir les lancer, les répartir. Si on a 5 machines, chacune va faire 20 tâches de prévision, et on va diviser par 5 le temps total qu'on aurait mis à faire ça. Un schéma pour résumer cette démarche. Donc, on aura un jeu de données de départ. On va choisir des métriques, donc c'est les critères d'évaluation qu'on cherche à optimiser. Et surtout, deuxième angle qui est aussi très important, on va se donner un cadre. Et ce cadre, c'est à la fois un temps maximum et un coût, parce que qui dit machine qui tourne, cluster qui travaille, c'est de la facturation aussi, en particulier dans le cloud. Donc, ici, on va se donner quand même un cadre, parce qu'on pourrait très bien se dire qu'on laisse pendant
pendant une semaine tourner des processeurs GPU, on trouverait sûrement des choses super, mais ça coûterait très cher, et si ça se trouve, au bout de 3 heures, on serait finalement qu'en gain vraiment infime de performance. Et voilà comment ça va se passer concrètement. Et ben, vous allez lancer, enfin, la machine va lancer sur une grappe de ressources de calcul, va lancer en parallèle des combinaisons donc entre des variables en entrée, donc ce qu'on appelle les features, un algorithme, et des, on va dire plutôt hyperparamètres, c'est-à-dire des éléments voilà, qui viennent j'allais dire fine-tuner en français, c'est à optimiser, améliorer le comportement de l'algorithme. Et on va faire un classement et on gardera sans doute le top du classement, mais là, le choix nous appartient. Alors, qu'est-ce que va faire, sur quoi on va se baser? Ben là, on va se baser sur finalement quelque chose d'aujourd'hui complètement répandu dans le monde de la data science, qui sont la base des algorithmes de scikit-learn, le package Python. En tout cas, voilà, dans l'outil que je vais vous proposer, mais d'autres outils se basent aussi là-dessus parce que c'est effectivement aujourd'hui une vision assez complète et très efficace. Et où est-ce qu'on va faire ça? On va le faire dans un cadre Microsoft, en tout cas pour ce que je vais vous présenter ici. Il y a d'autres produits sur le marché qui le font aussi. Et on va, petite parenthèse intéressante ici, on va le faire nous sur le premier logo qui est là, qui est Azure Machine Learning. Mais sachez qu'en fait, dans le monde Microsoft, vous allez retrouver cette technologie d'Automated ML dans pas mal d'endroits, dans du reporting comme Power BI, dans du data warehousing comme Synapse, dans de la programmation orientée .NET, et on le supportera avec donc, un kit de développement, un SDK, au niveau du langage Python. Qu'est-ce qu'on va trouver dans cette plateforme Azure Machine Learning? On va trouver finalement toutes les étapes de bout en bout d'un cycle, le fameux cycle Data Science Lifecycle que je vous montrais tout à l'heure, de l'entraînement jusqu'à vraiment l'exposition monitorée, mais en passant par des étapes de versionning, et ça c'est vraiment important aussi dans un processus dont on ne parlera pas ce matin, mais qui est le MLOps, dans un processus en fait d'être en capacité de reproduire une expérience à l'identique. On va enregistrer, on va faire du versionning de nos données, de nos codes et de nos modèles. C'est vraiment le triptyque important à bien versionner pour être en capacité de reproduire des éléments, reproduire la construction d'un modèle et reproduire son déploiement. Alors voici juste un petit screenshot, une petite image extraite de l'interface d'Azure Machine Learning, mais ce que je voulais surtout vous faire passer comme message ici, et vous allez le voir après dans les démonstrations, je vais commencer là dans 2-3 minutes, vous allez voir qu'en fait cette interface elle a une dualité, c'est-à-dire qu'elle a à la fois une approche graphique et une approche par le code. Et les deux auront leur intérêt, et on commencera par l'approche graphique. Source de données, on va pouvoir donner à manger à notre outil, forcément de la source Azure, vous voyez, c'est du fichier, de la base de données, et éventuellement Databricks, qui n'est jamais très loin quand on parle de calcul distribué et de machine learning. Et comment on va faire en fait pour lire ces données? Voilà, vous avez un exemple de code ici. En fait, on va aller chercher donc, des données qui sont référencées sur notre source, et on va les ramener en mémoire pour travailler après avec nos algorithmes. Juste avant qu'on se lance dans la partie algorithmique, parce que vous allez voir que justement le piège serait d'y aller trop vite et de se prendre un mur, n'oubliez jamais, ça a pas mal buzzé sur Twitter ce mois-ci, n'oubliez jamais que la première règle du machine learning, c'est de ne pas faire de machine learning. C'est-à-dire qu'il faut surtout faire de l'exploration de données. Et je mets ici, vous les retrouverez après dans la vidéo, dans le support pour avoir les références, je vous mets ici 3 packages Python qui vont vous permettre d'automatiser ce qu'on appelle le profiling, l'analyse exploratoire de vos données, donc sous forme, c'est un petit peu de code Python qui vous génère des quantités de graphiques univariés ou bivariés, c'est-à-dire les distributions, les corrélations entre variables. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment cette idée d'automated machine learning, et je vais basculer sur ma première démonstration. Alors, nous voici dans le portail Azure Machine Learning Studio. C'est un portail où on va vraiment réaliser toutes les opérations de bout en bout. Et on va pouvoir en particulier donc, retrouver nos jeux de données, nos datasets. Et ce matin, je n'ai pas envie de vous parler d'iris, des fameuses fleurs qu'on classifie tout le temps en machine learning. On va parler de pingouins. Ces pingouins, je ne vais plus vous montrer à quoi ils ressemblent. Vous allez les voir ici. Voilà, ils ressemblent à ça, ces petits pingouins. Ils sont de trois espèces, et on va catégoriser automatiquement ces pingouins. C'est un jeu de données que vous pourrez retrouver à nouveau. Les références sont ici.
Alors, ce jeu de données, je vais aller le soumettre ici à une expérience d'AutomateML. Et voilà, la première partie de la démo, je fonctionne uniquement par interface graphique. Donc, on va chercher ce jeu de données. Et très vite, on va jouer en même temps au jeu des 7 erreurs. Pourquoi je dis le jeu des 7 erreurs? Parce que, en fait, il y a plein de manières de se planter complètement quand on va faire ce que je vais vous montrer là. Quand je dis se planter, c'est-à-dire qu'on va prendre des raccourcis qui sont des gros problèmes d'un point de vue méthodologique et qui vont sûrement dégrader vos résultats. La grosse alerte que je veux mettre ici, je prends juste une parenthèse pour le faire, c'est que avec ce type d'outil, on pourrait finalement mettre le machine learning entre toutes les mains. C'est très bien d'un point de vue de la vulgarisation, de la démocratisation de l'approche de ces outils. C'est très dangereux d'un point de vue de la méconnaissance de tous les biais qu'on peut rencontrer au travers de ces problématiques de modélisation. Et je vais en énoncer 7 au travers de cette interface. Vous allez voir que si je vais trop vite, je peux me planter. Le premier, numéro 1, j'ai choisi ici un dataset et vous voyez que je ne l'ai même pas ouvert, je ne l'ai même pas nettoyé, j'ai pris ce qu'on appelle les données brutes. C'est une très mauvaise idée. Toujours faire une analyse exploratoire, retirer des valeurs, critiquer vos données, retirer des colonnes si elles sont corrélées entre elles, par exemple. Voilà. Toutes ces opérations-là sont à faire au préalable. Alors néanmoins, si on reste quand même dans notre approche de machine learning, on va vouloir donc ici modéliser, prédire l'espèce de nos pingouins, et on va aller chercher une ressource de calcul, donc de facture, ici pour supporter notre exécution. Automatiquement, ici, l'outil me dit que ça doit être une tâche de classification, et la raison, c'est bien ce que je vais faire une classification entre mes trois catégories de pingouins. Et je pourrais être tenté de me laisser attraper par le buzz du moment, qui a fait un petit moment déjà, depuis 10 ans, on va dire, qui est le deep learning, l'apprentissage profond avec des réseaux de neurones. Et pourquoi là je commets la deuxième erreur ici, selon moi? Parce qu'en fait, pour travailler ici sur ce qu'on appelle des données tabulaires, donc de la donnée structurée, on n'a pas du tout besoin d'aller s'embêter avec des réseaux de neurones profonds qu'on va vraiment préférer plutôt pour du traitement d'image, du traitement de texte, de type corpus de texte, donc vraiment de la donnée non structurée. Donc voilà, je ne vais pas ici faire mouliner des algorithmes trop complexes, je reste là-dessus. Alors, troisième erreur qu'on va rencontrer ici, ça va être ici au niveau, plutôt de celui-ci, voilà. On va le voir ici. En fait, vous allez voir qu'ici, je récupère mes colonnes, donc mes différentes variables dans le jeu de données. Et en fait, ici, c'est possible de les typer. Et vraiment, j'aurais dû le faire avant. J'aurais dû le faire avant parce qu'en fait, ici, c'est déjà trop tard. Et en fait, j'aurais dû préparer mes données en amont. Donc voilà, ne pas penser ces types de données, c'est à nouveau encore une faute de préparation. L'imputation, qu'est-ce que c'est? C'est de remplacer des valeurs manquantes par exemple la médiane, la moyenne. Et là encore, il faut prendre le temps de le faire, comprendre les impacts. Si on remplace par une moyenne qui est peut-être elle-même, par exemple, biaisée par des valeurs extrêmes qu'on n'aurait pas nettoyées, un scénario catastrophe, on va vraiment avoir un modèle qui va être biaisé. Et donc là, à nouveau, même si j'ai l'option ici, c'est trop tard et je commets une nouvelle erreur. Encore une autre ici. Si je laisse vraiment les choses passer, voilà, j'embarque ici une colonne qui a priori n'a rien à faire ici, ou j'embarque une latitude, longitude, peut-être que latitude, je vois que d'ailleurs j'ai des problèmes ici de parsing de mon fichier, mais voilà, par exemple ici je vais embarquer une colonne de commentaires qui ne sera pas forcément bien traitée par le type de méthode qu'on va utiliser, qui aurait dû être préparée en amont. Donc voilà, toute une série d'erreurs dans la préparation de données, et vraiment, j'insiste, n'envoyez pas de données brutes dans cet outil-là. Ensuite, je pense à limiter vraiment le temps de traitement pour limiter également la facture. Je peux placer mon fameux critère, par exemple, d'accuracy. Je sais que je n'ai peut-être pas besoin d'aller chercher le 0,9999, mais si j'ai un 0,95, ça sera suffisant. Donc, je peux m'arrêter là. Et puis, peut-être que je vais dire que certains algorithmes, peut-être par exemple le SVM, ou un perceptron qui a un réseau de neurones simplifié, je ne vais pas forcément vouloir les tester, je vais rester sur d'autres types de méthodes, et je peux faire mon choix ici de bloquer certains algorithmes. Concurrency, c'est la capacité que je vais avoir ici à paralléliser mes tâches. Et en fait, pourquoi on me propose 4 par défaut? Parce qu'en fait, j'utilise derrière, quand j'ai choisi ma ressource de calcul, c'était un cluster à 4 nœuds. Donc,
voilà, il va très bien ici savoir utiliser tout ça. Et c'est parti. Et là, vous voyez qu'en fait, je n'ai pas eu grand-chose à faire pour déjà lancer ici mon expérience de machine learning. Mais attention, vraiment, j'insiste sur ce message, n'allez pas trop vite. Cet outil-là ne doit s'utiliser qu'une fois que vous avez fini de préparer et d'analyser vos données. Alors, ici, je suis parti pour 1 heure, donc comme on n'a qu'une demi-heure ensemble, je vais aller tout de suite sur les sorties visuelles de quelque chose que j'ai lancé hier. Voilà ce qu'on appelle donc un run ici de machine learning, et je vais retrouver donc tous les modèles qui ont été testés. Et quand je dis modèle, c'est finalement un petit peu plus complexe que ça, c'est une standardisation, une préparation spécifique de données suivie d'un modèle. Donc par exemple ici un max apps scaler, donc on réduit l'échelle de nos données et on applique un algorithme de type LightGBM. Voici la métrique obtenue qui est excellente, hein, mais le problème ici, vous voyez, c'est qu'on est sur un sampling de données, on a pris tout le jeu de données, et finalement encore, ici on biaise les choses, on fait ce qu'on appelle du surapprentissage, et j'ai oublié de vous montrer le bouton où on aurait pu le choisir voilà, dans les options avancées. J'aurais dû ici mettre une méthode qu'on appelle de cross-validation, une méthode qui me permet en fait de piocher, d'échantillonner mon jeu de données pour simuler plusieurs, le terme anglais c'est fold, alors je conduirai à traduire plusieurs tirages qui vont faire en sorte qu'on va tester l'algorithme sur des données qu'on ne connaît pas, plutôt que de subir ici vraiment le fait de reprédire la donnée qui a servi à construire le modèle. Et à nouveau, voilà encore une erreur qu'on aurait réalisée ici. Alors, il se trouve que voilà, il y a un modèle qui a été meilleur que les autres. C'est un peu facile, c'est ce qu'on appelle l'approche ensemble. Donc, l'approche ensemble, c'est de faire revoter, c'est une sorte de métamodèle qui fait revoter tous les autres modèles entre eux. Donc, c'est un peu facile, c'est toujours lui qui gagne à la fin. On peut le retirer aussi. Ce sera, à mon avis, quand même plutôt intéressant, surtout après en termes de temps de traitement. Mais on va ici profiter de ce modèle-là qui a été automatiquement expliqué. C'est-à-dire qu'ici, on a des modules d'explication de modèle, donc qui vont nous donner, qui vont en faire qu'on n'est pas sur une boîte fermée, hein, c'est toujours le problème en machine learning, on a l'impression qu'on a fait un tour de magie, on a une boîte qui a tout trouvé, et ben non, ici en fait on va nous dire quels sont par exemple le top 5 des variables en entrée qui sont les plus importantes. On voit que c'est l'île où réside le fameux pingouin qui est la plus discriminante en entrée, mais tout de suite après la longueur du bec, le Cullman Depth. Et donc ça va être très intéressant. Et dernière cerise sur le gâteau, par rapport à cette expérience ici de machine learning automatisé, on va avoir un petit bouton de déploiement, c'est-à-dire qu'ici, vous voyez, toujours sans code, toujours en interface, je vais jusqu'à en fait, pouvoir créer un service web qui va ensuite me permettre de prédire, d'appliquer mon modèle. Je sortirai ici de mon portail et j'aurai ce qu'on appelle un endpoint, un point de terminaison. Alors, je ne sais pas pourquoi il a voilà. Hop, il est parti ici. Donc, le endpoint, hein, c'est, je vais vous en montrer un déjà réalisé. C'est une ressource donc, portée par exemple, ici, la solution managée Kubernetes dans Azure. Et ce endpoint, en fait, je vais le retrouver par là. Ce endpoint se présente sous la forme d'une API REST. Hop, vous avez ici voilà, le REST endpoint, je zoome un petit peu. Ce REST endpoint, en fait, je peux l'interroger, lui soumettre de nouvelles données, mes caractéristiques de pingouin, et il va me donner la classe du pingouin. Et j'en ai terminé ici avec ma première démonstration, et je vais aller vraiment très vite pour vous laisser un petit peu de temps pour les questions, mais vous voyez que rapidement, j'ai quand même réussi à aller jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à l'arrivée d'un modèle prédictif porté par une API, porté par un service web, dans lequel j'ai quand même compris les choses parce que j'avais de l'explication, et sur lequel, si j'avais pris le temps en amont de passer plusieurs heures, peut-être plusieurs jours à préparer les données, ben, j'aurais pu finalement très bien faire quelque chose de très pertinent. Sachez que le produit ici, donc voilà, fonctionne en interface numérique, en interface graphique, pardon, mais fonctionne aussi avec du code. Alors je vais aller très vite parce que je vais donner les liens, mais voilà, ça va être difficile de lire du code ici comme ça sur écran. Mais sachez qu'en fait tout ce que j'ai fait là peut se recoder. Et quel est l'intérêt en fait de le faire par du code, hein, par exemple des objets de type ici AutoML config. Donc on va redonner ici les choix dans les boîtes de dialogue que vous avez vues et encore un petit peu plus parce que vous aurez beaucoup plus d'options finalement dans l'interface graphique. Quel est l'intérêt de faire ça? Et bien, on va retrouver très vite en fait la capacité à reproduire cette expérience, à l'industrialiser, à aller dans une approche peut-être après de déploiement continu où cette expérience va peut-être évoluer, enfin ce code va peut-être évoluer, va être retesté, va être redéployé et amélioré dans une
dynamique de déploiement et d'amélioration continue de nos modèles. Et on va retrouver voilà, à nouveau ce classement de nos modèles, on va retrouver les métriques. Là encore, c'est une erreur qu'on aurait pu commettre, c'est de regarder qu'une seule métrique, ce qu'on avait dans l'interface, alors qu'on a la possibilité, en fait, on en a peut-être 4 ou 5 par défaut, on a beaucoup de métriques et ça vaut le coup d'aller les observer. Et à nouveau des sorties graphiques ici qui permettent de sélectionner les meilleures approches algorithmiques. Alors en conclusion, dans cet outil, hein, c'est un peu cette révolution du métier qui est l'AutoML en fait, hein, et dans cette double approche, finalement, qu'est-ce qui est le meilleur choix à faire? Attention à l'interface graphique, hein, je vous ai montré, il manque sûrement encore quelques fonctionnalités qu'on retrouvera dans le code. Attention à toutes les erreurs, j'en ai cité au moins 7, hein, des erreurs dans lesquelles on trouverait si on allait trop vite et si on ne faisait pas de préparation de données. Ce que je vous ai montré, c'était super, ça allait vite, mais si j'ai envie de remodifier un paramètre, je vais être obligé de tout recommencer de zéro, ça c'est un petit peu gênant. Alors qu'avec du code, forcément, on va être en capacité de relancer les choses et d'aller un peu plus loin avec, par exemple, des intégrations dans des choses plus complexes, qu'on appellerait un pipeline où on intégrerait aussi la fameuse préparation de données. Alors, combien ça m'a coûté cette histoire-là? Donc moi, ça m'a coûté en AutoML, ça m'a coûté le temps de compute, de calcul, donc de mes machines virtuelles, de mes 4 VM qui étaient derrière. Allez, j'arrête la blague avec le salaire des data scientists parce que c'est pas un bon débat, c'est vraiment l'AutoML, il faut le voir comme un nouvel outil dans la boîte à outils du data scientist qui va peut-être l'aider à mieux choisir ses approches algorithmiques et en tout cas à les choisir plus vite. Et ça sera toujours indispensable de réaliser peut-être 95% du travail des data scientists qui sont au global de comprendre la problématique métier, comprendre les données, en évaluer la qualité, savoir les transformer, savoir les reformuler, faire ce qu'on appelle le feature engineering, se diriger quand même vers certaines familles algorithmiques, en particulier ce qu'on appelle les modèles linéaires ou non, savoir si on conserve quand même le type de modèle ensemble qui est le meilleur, mais qui est finalement une sorte de métamodèle, et puis l'interprétation dans laquelle on peut aller encore plus loin. Tout ça, ça reste des tâches des data scientists, ça reste des tâches très intéressantes. Ce qu'on a juste automatisé, c'était finalement le fameux choix dans la boîte à outils du meilleur outil. Et n'oubliez pas que maintenant, si je dois énoncer une seconde règle du machine learning, c'est qu'on ne s'arrête surtout pas après l'AutoML, on continue à améliorer, à simplifier surtout, en particulier en essayant de retravailler les features, les colonnes, en essayant de les arranger pour que les choses soient plus parlantes et plus simples à calculer. Donc oui, on aura encore besoin de data scientists. Oui, ils vont un tout petit peu modifier leur travail, mais ils passeront peut-être plus de temps sur de l'interprétation, plus de temps sur la compréhension, la bonne préparation des données. Et ça, c'est plutôt quelque chose de positif. Et vous voyez qu'on va mêler finalement l'expertise des data scientists à un outil graphique pour aller très vite et à un outil de code pour avoir une optique d'industrialisation. Je vous laisserai quelques liens en fin de présentation ici, le code sur mon GitHub, et je vous laisse, il me reste 3 minutes pour des questions. J'espère ne pas être allé trop vite dès 9 h du matin. J'avais beaucoup de choses à vous montrer pour une petite demi-heure. Alors, pas de questions dans la salle, je ne sais pas si on a eu sur le chat non plus. Alors, je vais juste donner un petit mot d'ouverture, pas de façon de conclusion, mais d'ouverture ici à cette chose-là, avec en fait une fonctionnalité qui va rejoindre cette double approche. Si je reviens là sur la dualité interface graphique et code, la fonctionnalité qu'on attend, et elle devrait arriver, parce qu'elle arrive, on la voit arriver par exemple dans des outils comme Azure Databricks, la fonctionnalité qu'on attend, c'est que l'interface graphique nous génère le code qui va nous servir après à l'industrialisation. Et là, on aura quelque chose d'encore plus efficace parce que finalement, on aura l'intérêt de la rapidité de l'interface graphique, on aura l'intérêt du code parce que le code, c'est fondamental pour industrialiser. Et finalement, on aura les deux à partir du moment où l'interface graphique, qui, mine de rien, derrière fait du code, hein, à partir du moment où on aura la génération automatique du code correspondant à ce qu'on a lancé dans les petites boîtes, dans les idées roulantes, et ben on aura quelque chose d'encore plus puissant, d'encore plus efficace. Je vous retrouve avec plaisir sur Twitter, @paulpeton tout attaché, ou sur mon blog, voilà, si vous voulez aller plus loin sur ce genre d'outils. Merci beaucoup pour votre attention.
au plaisir de vous croiser virtuellement ou en vrai, un de ces quatre. Et bonne journée à tous et à toutes.